reprendre notre session de présentation, cette fois-ci sur la boussole des possibles, qui correspond à la ligne de recherche numéro 12 de la chaire d'excellence Normandie pour la pêche. De temps en temps, je ferai des partages d'écran pour montrer le site internet et montrer que tout ce que l'on dit est également disponible sur le site parce que c'est devenu une vraie ressource à part entière. Je tiens à accueillir avec joie mes collègues. Comment on peut parler du début de ce colloque et pourquoi cette ligne de recherche? Mireille Delmas-Marty était professeure au Collège de France, académicienne, et était notre mentor. En tout cas, elle a préfacé ma thèse et je lui dois beaucoup au niveau de la pensée. Elle a beaucoup soutenu le sujet du droit des générations futures lorsqu'elle était aussi au Collège de France et heureusement, parce que c'était un sujet qui était novateur. Et j'ai eu le plaisir, un peu au culot, je dois dire, d'aller voir Edith Orgon lorsqu'elle organisait un colloque sur Edgar Morin. Et je lui ai demandé, peut-on faire un colloque sur Mireille Delmas-Marty? Et je dois remercier Edith Orgon du fond du cœur parce que sans hésitation, Edith Orgon, qui est à la tête de ce centre culturel international de Cerisy, a accepté. Et dès le début, et je lui laisserai la parole, Mireille Delmas-Marty était très, très, très investie dans ce projet de colloque. Bien évidemment, comme vous le savez, elle nous a quittés en février de l'année dernière. Elle nous manque beaucoup, mais ce colloque, elle avait commencé à l'organiser. J'ai encore, et j'espère avoir plaisir de partager avec vous, des enregistrements vocaux avec Mireille Delmas-Marty et Antonio Beninca, le sculpteur de la boussole des possibles, et qui ont discuté ensemble comment et quelles lignes allions-nous mettre en évidence pour organiser ce colloque. Donc, je souhaite sans plus tarder, parce que j'ai beaucoup parlé pendant ce jour et demi de bilan de la chaire d'excellence Normandie pour la paix, je souhaite présenter à deux voix, même si on est à distance, avec Anne Jacode, qui sans hésiter a accepté de co-organiser ce colloque à Cerisy. Anne est prospectiviste et lorsque nous nous sommes rencontrés, c'était également en ligne. Elle était à l'époque chargée du service de prospective du ministère de l'Environnement et nous avions eu une réunion avec Anne Jacode et à l'époque son stagiaire Antoine Portagen et nous avions travaillé ensemble, nous avions évoqué l'idée de mettre en valeur le travail que Anne Jacode avait fait, que je vais lui laisser l'honneur de présenter, sur comment transcrire la boussole des possibles comme un outil opérationnel pour les acteurs publics. Alors, chère Anne, je te passe sans plus tarder la parole. Bienvenue, bienvenue pour ce temps de restitution de la chaire Normandie pour la paix et pour nos travaux en commun. Merci, merci Émilie, merci à Edith à nouveau pour son accueil à Cerisy qui a été exceptionnel. Effectivement, quand on s'est rencontrés, j'étais en train de travailler sur un travail de prospective avec Antoine Portangen sur l'impact du contentieux climatique sur l'action publique. Un travail qui s'inscrivait dans la logique d'infléchir ou de faire réfléchir sur la conception des politiques publiques du ministère de l'Environnement, de l'Écologie, selon ses noms successifs. Et nous avions rencontré Mireille à cette occasion. Et la boussole était déjà en phase de conception très avancée. Je voudrais vous citer des paroles de Mireille pour vous faire comprendre pourquoi cet instrument, cet instrument à la fois artistique, porteur de très grande symbolique et en même temps de concepts juridiques et humanistes très puissants, vous a véritablement saisi. Mireille disait « Dans un monde déboussolé, la boussole du tout-monde sera conçue comme un acte de résistance au désespoir et à la violence. Elle aura l'ambition, à sa modeste mesure, de rendre manifestes les dynamiques à l'œuvre pour réconcilier des vents opposés comme sécurité-liberté, compétition-coopération, exclusion-intégration, innovation-conservation. » Voilà l'origine, en fait, de la conception de la boussole qu'elle a
travaillé et mis en œuvre avec un artiste, sculpteur, Antonio Beninca. Ça a été un véritable duo pour traduire ces concepts et une grande partie de la pensée de Mireille Delmas-Marty sur les humanismes juridiques dans un objet qui était en tant que tel porteur sans être limitant, porteur et ouvrant, c'est-à-dire porteur et pouvant susciter de nouvelles créations, de nouveaux récits, et en tout cas soutenant, c'est-à-dire fondateur en fait de l'équilibre des récits qui pourraient irriguer nos sociétés. Chère Anne, si je puis me permettre, le micro va et vient au niveau du son. Ah. Mais je ne sais pas quel est le... Mais enfin, on peut continuer, on entend, hein, mais j'espère que les interprètes entendent. Je vérifie. Ouais. Si les interprètes entendent, c'est le principal. Tu peux continuer. Oui, alors je ne sais pas comment résoudre cette difficulté technique. Je suis désolée. Est-ce que ça va un peu mieux là? Je pense qu'il faut que tu le tiennes et que tu ne le bouges plus et on va rester comme ça. Merci beaucoup. Très bien. Donc, l'esprit de ce colloque, c'est vraiment appuyé sur cette sculpture manifeste qui a été réalisée par Antonio Beninca et Mireille Delmas-Marty. Donc, comme un condensé de travaux, un condensé ouvrant, un condensé support d'imaginaire pour demain. Dans le travail que j'avais amorcé sur l'impact du contentieux climatique sur l'action publique, l'idée qui était ressortie était d'utiliser cette boussole comme finalement à la fois un outil de conception, support de conception, mais également d'évaluation de l'impact des politiques publiques sur nos sociétés demain, avec l'idée de l'utiliser dans une trajectoire dynamique, c'est-à-dire utiliser cette boussole pour évaluer l'état dans lequel se trouve un territoire, un groupe social, au regard d'une problématique donnée. Regarder les forces, c'est bien ce que disait Mireille, dans les dynamiques à l'œuvre, rendre manifeste les dynamiques à l'œuvre, donc porter sur cette boussole, traduire sur cette boussole et sur les différents axes de cette boussole les dynamiques à l'œuvre, les dynamiques de transformation, et ensuite concevoir ensemble, mettre en débat avec le support visuel de cet objet manifeste, cette sculpture manifeste, les chemins qu'on choisit de suivre et qu'on construit ensemble. Donc les mettre en débat, les concevoir, argumenter, débattre, etc. Et c'est véritablement ce qui a fondé l'intention de ce colloque. Et on y retrouve de ce fait une pluridisciplinarité de personnes, tant des chercheurs dans le registre du droit, dans le registre par exemple, chercheurs en comptabilité, dans le registre des praticiens également, action publique, et puis des artistes qui ont permis de porter en fait des messages sous un angle sensible, différent, avec finalement une coloration, une ouverture aux imaginaires de concepts assez complexes qui ont été portés dans ce colloque. Et enfin, on a travaillé dans ce colloque l'interdisciplinarité, oui, je viens de vous le dire, l'intergénérationnel. Nous avions 2 jeunes étudiantes de master de Sciences Po qui organisaient des ateliers et qui ont eu toute l'attitude pour organiser des ateliers qui ont fait travailler ces chercheurs et ces praticiens sur des sujets qui leur tiennent à cœur et qui sont moteurs pour cette génération. Et enfin, qu'est-ce que je voulais partager? Oui, voilà. L'enjeu essentiel de ce colloque, finalement, c'est presque l'après-colloque. C'est-à-dire, ce colloque a été surtout une première étape de mise en lien, de construction de communautés et de communautés de pensée, c'est-à-dire de concrétisation de la possibilité de travailler ensemble, alors que les champs, tant d'activité ou de recherche ou les registres d'action des uns et des autres dans ce colloque sont sensiblement différents, mais on a bien
mis en lumière que ces croisements réussissaient à créer des passerelles, et des passerelles qui, pour l'avenir, vont s'avérer fécondes. Alors, ce que je propose, Anne, c'est parce qu'on a beaucoup de temps, c'est de donner la parole à Mireille. On a 2 vidéos assez courtes. Est-ce que tu m'accordes pour mettre celle-ci? Bien sûr. On lui donne la parole et on la convie avec nous. C'est une vidéo de 4 minutes 40. L'état d'urgence sur la planète, pris dans le tourbillon des vents nés de la mondialisation, nous sommes tentés de nous replier sur les États-nations ultimes pour refuge. Réfugiés illusoires. Le déni, l'irresponsabilité nous mènent dans ce lieu maudit où les vents contraires se rencontrent, paralysie, le naufrage, le cotonneuse. À l'affût de la moindre brise, il nous faut une boussole inhabituelle, car aujourd'hui, aucune direction ne l'emporte. Il faut s'y résoudre. Dans la communauté mondiale émergente, le pôle Nord, dépassé par les enjeux environnementaux, même l'humanisme ne suffit plus à nous guider. D'autres générations, bien avant nous, avaient fini par admettre non sans mal que la Terre n'était pas au centre du système solaire. Aujourd'hui, nous devons reconnaître que les humains ne sont pas au centre de la Terre. Quel dessein alors pour l'humanité? Comment fabriquer cette boussole pour nous orienter dans ce grand bazar? Partir d'un repère, un point sûr, l'historique, la terre. Un rosier blanc, minéreux, nassement. Se projeter dans l'espace, dans les airs, lutter contre la pesanteur. Entrer dans la danse, participer. Retenir l'essentiel, le petit souffle qui nous met, l'élan vital du citoyen du monde. Et puis, enfin, respirer au cœur. Fraternité, hospitalité, égalité, dignité, solidarité humaine, solidarité écologique, responsabilité, créativité. Stabiliser sans immobiliser. Pacifier sans uniformisme.
Donc, on se retrouve après ce court-métrage qui permet de donner la parole à Mireille Delmas-Marty, à entrer dans l'intimité de la maison du sculpteur Antonio Beninca, puisqu'on a vu la première maquette. Donc, on a eu le plaisir de la voir et de les voir ensemble travailler, de la maquette au prototype. Anne, je te laisse maîtresse du temps. Donc, deuxième temps de cette présentation, finalement, comment ce colloque s'est organisé? Je reprends mon micro, excusez-moi. Nous avons construit ce colloque sur 4 temps. Le premier temps qui est l'ancrage, donc faire s'appuyer, prendre des racines, tant dans les concepts portés par la boussole des possibles que dans les représentations qui peuvent exister dans différents pays et qui vont irriguer cette boussole et finalement être le ferment de la construction d'imaginaire demain. On a eu de ce fait la présentation de la boussole et par Antonio Beninca et Jean-Michel Ginsberg, et puis un deuxième temps sur l'interculturalité, la richesse et la diversité des représentations de ce qui compte pour nos sociétés. Donc avec une présentation des travaux d'Émilie, ici présente, sur l'épistémologie juridique dynamique, une pensée en mouvement pour animer les possibles juridiques, et Delphine Misonne, qui nous a parlé des sens et contresens du droit de l'environnement. Un deuxième temps qui a consisté à se poser la question de qu'est-ce qui fait commun. Finalement, Mireille Delmas-Marty pensait plutôt mondialité plutôt que mondialisation, et le droit au service finalement de la construction de cette diversité, du maintien de cette diversité. On est là sur l'axe, on travaille en fait l'axe de la boussole, compétition versus coopération. Et tout ce temps du colloque a consisté à débattre finalement des éléments qui nous permettaient d'ajuster ce curseur qui était porteur soit de questions par rapport à ce commun multiple ou ces communs multiples, ou d'outils pour ajuster ce curseur. Nous avons donc eu des présentations de Jean-Paul van der Linden sur les épisodes cosmologiques et risques existentiels, utilisant la boussole comme dispositif de création de sens. Christiane Dorani, qui est intervenue sur la décolonisation des relations économiques et environnementales. Et enfin, Leslie Clou, sur une approche transculturelle de l'humanisme juridique, et notamment via l'apport des peuples autochtones. Troisième temps, la question de l'urgence dans la transition écologique qui est devant nous et qu'on vit déjà actuellement. La question du couple sécurité versus liberté, et du deuxième couple, exclusion versus intégration. On voit bien ici les impacts du changement climatique, la question de l'état d'urgence, comment finalement l'impact sur les sociétés, comment nous allons directement, ou certains pays plus que d'autres, être impactés, et est-ce que des phénomènes de durcissement sécuritaire peuvent se mettre en œuvre, etc. Au contraire, des pays qui seraient moins impactés, qui seraient appelés à accueillir, voire intégrer des humains ou non humains susceptibles de se déplacer ou de migrer. Sur ce registre, nous avons eu l'exposé de Bruno Tardieu, daté des Quarts-Mondes, qui a travaillé notamment sur les plus pauvres, sur les savoirs, les connaissances des plus pauvres, et nous a présenté ce que cette partie de la population qui est méconnue par la plupart d'entre nous, justement, peut nous apporter, et en quoi le croisement des savoirs entre les plus pauvres des humains et ceux qui sont dans les classes plutôt dominantes peut nous apporter quelque chose pour nous transformer et nous inscrire plus, en fait, dans le vivant. Clément Péqueux, qui interviendra plus tard, qui nous a parlé en tant que représentant de collectivité, donc de territoire, finalement, de comment ce dispositif peut venir questionner
la conception de politiques publiques et l'ancrage de ces politiques sur un territoire et finalement faire sens et être moteur d'adhésion pour les populations. Et enfin, Françoise Thibault, qui a croisé connaissance et action et vous avez évoqué l'intérêt des sciences humaines comme vecteur, hein, finalement, de traductrice, médiatrice ou porteuse de ce lien entre société et sciences plus fondamentales ou plus dures, et donc médiateur ou traducteur de concepts dans le lien à l'action. Ce temps 3, l'impact de l'urgence a été traduit sous un angle artistique avec une représentation oui, du Congrès des vents, d'Édouard Glissant, par Elsa Chassagneux-Berriola et Isabelle Fruleux, un magnifique conte accompagné au piano, et qui a permis finalement de synthétiser des éléments des deux premiers temps, de ces 3 premiers temps, sous un angle sensible. Et véritablement, ça a été une expérience assez centrale dans ce colloque. Et on retrouve là l'esprit de Mireille de mobiliser les arts comme ressort, en fait, et comme vecteur de message. Si je peux juste mettre un petit aparté en plus parce que le son, c'est difficile pour les interprètes, juste pour dire que la participation d'Elsa Chassagneux-Berriola et d'Isabelle Fruleux nous tenait particulièrement à cœur, parce qu'en fait, lors des funérailles de Mireille Delmas-Marty, elles ont toutes les deux ouvert le temps de cérémonie par ce congrès des vents, et elles ont rendu hommage de tout leur cœur avec les notes de musique qui s'envolaient du piano d'Elsa et l'énergie incroyable qu'Isabelle met également à la lecture du Congrès des vents. Et une fois arrivées à Cerisy, non seulement ont-elles réitéré leur performance artistique qui nous a absolument tout ébloui, tout ébloui, mais elles ont été d'une générosité artistique incroyable, puisqu'elles n'ont pas fait qu'une présentation, ni 2, ni 3. Elles ont fait 4 lectures en tout. Et donc, ce colloque de Cerisy a été vraiment rythmé par le don de soi aussi de ces artistes qui travaillaient étroitement avec Mireille Delmas-Marty. Notamment, j'ai eu récemment un échange avec Elsa sur le travail sur le son et la musicalité. Et les croisements qu'il peut y avoir avec le travail de Mireille. Je te rends la parole. Et donc, le quatrième temps de ce colloque qui a été finalement de travailler sur les derniers axes de la boussole, à savoir penser un commun multiple et donc concilier les questions de développement économique et de développement durable. On est sur l'axe innovation versus conservation. Et nous avons eu sur ce temps-là également des juristes, 2 pays, donc un juriste chinois, Bin Li, et un juriste africain, Germain Tonotsimi, qui nous ont tous les deux finalement apporté une vision de cette tension entre innovation et conservation vue de cultures différentes, vue de pays différents, où des valeurs s'inscrivent un peu différemment. Également la vision d'un ancien ingénieur du ministère de l'écologie chargé de l'audit des politiques publiques en matière d'écologie, Éric Vindimian, qui nous a parlé de finalement comment, vu de l'État, on travaille à faire en sorte que la protection des biens communs, que sont l'environnement et la santé, deviennent des raisons impératives d'intérêt public majeur. Et enfin, Jennifer Bardi, qui interviendra un peu après, et Alexandre Rambaud, tous deux travaillant sous des angles légèrement différents, soit sous l'aspect recherche sur la comptabilité directement pour Alexandre Rambaud, soit sous l'aspect plus juridique pour Jennifer Bardi. Mais le regard de la comptabilité, finalement, qu'est-ce qui compte et comment on normalise ou on travaille sur l'évolution de ce qui compte dans nos sociétés. Et on est bien là sur, finalement, le travail sur les normalisations et le changement du moteur de notre système social. À la fin de ce colloque, eh bien, tout simplement un temps
mise en boîte, d'ancrage dans le sens que va-t-on écrire, que va-t-on, avec quoi repartons, et donc un atelier qu'on nommait Colloque Box, qui était un atelier de synthèse et de débat sur finalement qu'est-ce que j'en retire moi et qu'ai-je envie de faire pour la suite. Et j'ai raté, excusez-moi, l'atelier débat le samedi sur le temps 4, un atelier, je l'ai cité précédemment, c'est pour ça que ça m'a échappé là tout de suite, je me suis désolée, un atelier très central sur ce colloque également, porté, comme je le disais, par nos deux jeunes étudiantes, Lolita Kouchen et Morgane Geoffroy, sur une approche de controverse, en fait, l'exploration des trajectoires. On a saisi la boussole, elles nous en parleront mieux que je le fais, on a saisi la boussole comme vraiment pour la mettre au travail, sur un cas concret au niveau portant sur le changement climatique, l'impact du changement climatique sur les générations futures. Et elles ont fait travailler tous les participants du colloque à des réflexions sur ce sujet. Elles vous en parleront tout à l'heure. Voilà ce que je peux apporter. Superbe présentation. Merci infiniment, Anne. Je pense que ce colloque, ce qui a été aussi une particularité, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu beaucoup d'hommages qui ont été faits au professeur Mireille Delmas-Marty. On a essayé d'en retranscrire la plus grande majorité, notamment sur le site internet de la Chaire Normandie pour la paix, c'est-à-dire des articles de presse ou des liens vers des interviews ou des émissions radio. Et on va essayer de tout bien encore mettre à jour. Il y a eu déjà des colloques, il y en a eu un au château de Goutelas où Mireille Delmas-Marty était très investie en février de l'année dernière, de cette année, pardon. Il y a eu également un autre colloque en Italie, à l'Université de Bologne, avec une de ses disciples. Et puis, c'était des colloques qui étaient juridiques. Et vraiment, ce qu'on a souhaité faire, c'est de nous inscrire dans un esprit de famille et de collaboration et d'imaginer un colloque qui, effectivement, avait aussi un ancrage juridique. On avait déjà fait un pas de côté, notamment avec la décolonisation de la pensée avec Christiane Derani des sciences économiques et avec Leslie Clou. Donc, on avait élargi le cadre, ce qui fait écho vraiment avec, je pense, les dernières étapes de réflexion de Mireille, parce qu'elle était vraiment en train de travailler sur Édouard Glissant, et je pense vraiment qu'elle était en train d'aller sur le terrain des peuples autochtones aussi. Et c'était vraiment intéressant d'ouvrir de nouveaux champs au niveau du droit et au-delà du droit, comme Anne l'a très bien présenté. Et c'était ça, en fait, je pense, qui a fait une alchimie très particulière pour ce colloque. Montrer que la boussole des possibles était opérationnelle, transposable, réunir à Cerisy des personnes à la fois, on va dire, du noyau dur très proche, mais aussi des personnes qui ne l'avaient pas connues. Et quelque part, ça a fait quelque chose de très particulier. Restez bien en ligne parce que tout à l'heure, on va avoir un documentaire de 25 minutes. Vous allez pouvoir être immergé dans l'atmosphère du colloque. Et je pense que le moment est venu de céder la parole à Edith Ergon, qui nous a fait l'honneur de nous faire confiance. Je dirais qu'Edith est une organisatrice et une coach hors pair pour organiser des colloques à Cerisy, ce qui donne aussi tout le secret et aussi la particularité de ce lieu. Mais aussi, nous avons conscience avec Anne et toutes les personnes qui ont participé de l'immense honneur qu'Edith Ergon nous a fait en nous faisant confiance et en nous permettant d'organiser ce colloque. Et je crois qu'elle le sait, mais je le redis. On vous adresse nos sincères remerciements parce que ça a été un moment clé et un moment, on va dire, de nouveau départ après une année de deuil. Edith Ergon, vous avez la parole. Bienvenue. Merci à tous. Bonjour à tous et à toutes. Donc, ça a été un gros plaisir et un grand honneur d'organiser ce colloque Mireille Delmas-Marty à Cerisy. Vous savez que Cerisy, ce n'est pas des colloques comme les autres. Ce sont des colloques qui s'inscrivent dans une tradition culturelle plus que séculaire, qui ont démarré à l'abbaye de Pontigny et qui se sont, après la Deuxième Guerre, installés en 1952 au château de Cerisy, en Normandie. Donc, heureuse de pouvoir relier. Et ces colloques sont caractérisés par deux choses. D'abord, ils se passent dans un lieu inspirant, le château de Cerisy. Deuxièmement, ils ont une longue durée.
Là, c'était limité à 4 jours, mais quand même 4 jours pleins et très intenses. Et par ailleurs, ils sont accueillis par une famille et l'hospitalité y est essentielle. Alors, ça fait un lien avec Mireille Delmas-Marty, qui était déjà venue à Cerisy dans les années, je crois en 2004, pour un colloque dirigé autour d'Henri Atlan, et qui avait fait une communication sur la grande complexité juridique du monde. Vous dire aussi que Cerisy ne fait pas souvent des colloques juridiques, donc on est content quand on a une petite ouverture de ce côté-là, et ça a été le cas d'un objectif de satisfaction. Ensuite, nous avions encore travaillé avec Mireille Delmas-Marty pour le colloque organisé par ATD Quart-Monde en 2017, car il y avait eu une séance de clôture à l'Académie des sciences politiques où Mireille était intervenue, et nous avions justement parlé à ce moment-là de ce qui la préoccupait, c'était la question de l'hospitalité. Donc finalement, c'est une façon de faire aussi un système que de dire, bon, on a réuni un colloque sur Mireille Delmas-Marty, qui était quelqu'un qui, effectivement, on aurait aimé le faire avec elle, et on avait commencé à le faire avec elle. Moi-même, indépendamment des activités que j'exerce en dirigeant le centre culturel de Cerisy, j'ai organisé pendant quelques trentaines d'années des travaux de prospective. Donc là, on trouve un autre élément. Le droit, en revanche, c'est une façon de compenser une faiblesse, et puis faire ça en lien avec l'université de Caen et la chaire Normandie de la Paix permettait là aussi de faire des réseaux qui pouvaient avoir du sens, et je crois que c'est très intéressant. Nous sommes actuellement en train de faire un colloque sur où sont les technologies d'avenir. Vous voyez, on a une approche qui est complètement différente, dirigée par Vincent Bontemps, Roland Hougue et Christian Fauré. Mais tout à l'heure, il discutait de ce que Dune pouvait apporter comme piste pour penser le monde de demain. Donc, pour moi, cette colloque, Anne a dit le contenu. Je crois que ce qui est important, c'est les convergences et les points forts que nous avons sentis. D'abord, effectivement, tout de suite, même avec Mireille, l'orientation de la boussole des possibles était quand même acquise. La présentation qui en a été faite à Cerisy dans différents lieux par Antonio Beninca et Antoine Portangen a été quand même un grand moment, dont vous avez vu des images et qui étaient assez extraordinaires. Les autres moments, parce que là aussi il y a une convergence très forte, c'est qu'à Cerisy, on est toujours pluridisciplinaire, on est de plus en plus en articulation art, sciences, nature, et la présence des artistes est de plus en plus importante. Ce n'est pas simplement des soirées cerises sur le gâteau, mais c'est vraiment au cœur des colloques de Cerisy. Et là, je confirme ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que les moments passés avec les artistes, Elsa Chassagneux, Beriola et Isabelle Fruleux, ont été absolument extraordinaires et ont ponctué un colloque de travail par des moments d'ouverture et d'émotion tout à fait extraordinaires. Et cela d'autant plus que l'année précédente, nous avions eu une décade consacrée à Édouard Glissant, organisée par Tiffaine Samoyau et d'autres professeurs étrangers, et avec l'aide de la famille Glissant, du fils et de la femme de Glissant. Et donc là, l'écho s'est fait naturellement d'une année à l'autre. Donc voilà, pour le reste, on espère que le travail a permis de faire émerger un certain nombre de pistes. Bien sûr, on n'est pas le monde contemporain ne se laisse pas cerner comme ça de manière facile, mais les débats, et Cerisy essaye d'être un lieu avant tout de débat entre personnes très différentes, de disciplines, de professions, de générations, et même les colloques se succèdent, mais souvent on aimerait que des gens qui ont participé à un colloque puissent être là à un autre.
Cette année, par exemple, nous avons eu 3 colloques sur la créativité, l'un autour d'Armand Hatchuel, l'action collective peut-elle être créative, l'autre animé par quelqu'un qui était présent au colloque d'Elmas Marty, qui était Françoise Thibault, qui a osé faire un colloque sur université et créativité. Et nous en attendons un 3e dans quelques semaines, qui est vers une nouvelle alliance sciences-société, qui va être dirigée par Pierre-Benoît Joly et Alain Kaufmann. Et notre ami Sylvain Allemand, membre du conseil d'administration, journaliste, etc., va essayer de voir comment mettre en écho ces 3 colloques, mais le vôtre et celui qui se fait aujourd'hui travaille aussi sur ses capacités d'innovation. Donc Cerisy, c'est un centre culturel, mais qui accorde à l'avenir, enfin au présent et à l'avenir, autant d'importance qu'au patrimoine. C'est sans arrêt un équilibre avec nos amis de la région entre des rencontres à caractère patrimonial et des rencontres à caractère prospectif. Mais on voit qu'aujourd'hui, le patrimoine se rapproche beaucoup plus du présent. Et comme moi, j'ai travaillé surtout sur une prospective du présent, on n'y a pas des temporalités extrêmement longues pour faire ceci. Voilà, je conclurai en disant qu'un colloque de Cerisy, il y a pas mal de contributeurs, mais il y a des auditeurs qui tous sont devenus intervenants en cours de route. Mais il y a des gens qui sont venus spontanément et puis qui ont été associés aux ateliers, aux discussions. Donc, quand on vient à Cerisy, on n'est pas forcé d'être invité, on peut y venir, mais on participe de nature à la partie débat et puis on peut avoir des initiatives, des ateliers qui se décident en cours de route, etc. Nous avons eu un partenariat régulier maintenant avec la Fondation Clarence qui a été représenté à ce colloque par Adrien Frémont, le petit-fils du grand géographe Armand Frémont, et qui a fait un certain nombre d'entretiens qui sont sur le site de Cerisy et que vous pouvez consulter. Et je crois que je le remercie. Il est revenu aussi pour le colloque qui s'est tenu la semaine dernière à Cerisy sur l'Europe, héritage, défis et perspectives, puisque la Fondation Clarence est une fondation raccrochée à la Fondation de France pour l'humanisme. C'est la Fondation Clarence pour l'humanisme. Et les 2 colloques qu'il a trouvés intéressants, c'était justement le colloque Mireille Delmas-Marty et le colloque sur l'Europe et ses perspectives. Et puis un colloque de Cerisy en général, c'est toujours suivi d'une publication. Et donc, je pense que nous allons nous y atteler avec Émilie et Anne, et que ce sera une suite qui est toujours qui permet de marquer des choses. Les colloques de Cerisy, il y a eu plus de 660 publications et encore hier soir, je faisais une bibliothèque éphémère où les gens s'intéressaient et pouvaient trouver les livres qui avaient 60 ans, le premier livre avec Derrida, Genèse et structure, ou etc. Donc, c'est important. Et vous avez déjà effectivement un film qui a été tourné, une restitution des 2 étudiantes tout à fait intéressante. Et donc, c'est effectivement, mais ça, c'est Émilie et la Normandie de la Paix, un colloque qui sait faire de la communication autour de ses travaux. Merci à vous. Et j'ai eu hier la surprise, avant-hier, de voir arriver une dame, présidente de l'association du château de Boutela, qui est venue visiter Cerisy. Oui, qui est aussi envoyée peut-être par Mireille, puisqu'elle travaille ensemble. Elle est venue avec la femme de Jacques Sauvageau. Donc, vous voyez, il y a des liens qui… voilà. Merci à vous, en tout cas. Merci, merci. Alors, je vois en ligne Lolita, je ne vois pas Clément Péqueux en ligne. Anne, comment tu veux procéder? Alors, Clément est en ligne, mais je ne sais pas, Clément, si vous pouvez ouvrir votre micro, peut-être. Et la vidéo? Et la vidéo. Ah. Ah, je sais ce qui se passe. 2 secondes. Je le promeus en panéliste. Je promeus Jennifer Bardi en panéliste. C'est bon. Normalement, ils vont arriver. Il y avait un petit souci technique. Voilà. Donc, je te laisse introduire Monsieur Clément Péqueux qui est en ligne. Je vais le mettre à l'écran, l'épingler. Donc, Clément, qui est adjoint au
maire de la commune d'Ivry-sur-Seine, est venu, en fait, Ivry-sur-Seine est une collectivité qui est très innovante, très innovante, et qui travaille énormément avec ses habitants sur tout un tas de sujets. Et l'intérêt d'avoir un représentant finalement de l'action publique locale sur un territoire dans ce colloque était vraiment premier pour nous, puisque l'enjeu, c'était la mise en action de la boussole. Et c'est ce dont va nous parler Clément. Comment, vu d'un territoire, vu d'une posture d'acteur territorial, il est possible de saisir la boussole comme un objet utile à la conception de dispositifs de politique publique locale. Clément, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Anne. Merci à vous de votre invitation, et d'abord à Cerisy et puis maintenant dans cette restitution. Donc, je suis très heureux d'être avec vous. Donc, je suis Clément Péqueux, je suis adjoint au maire à Ivry-sur-Seine, et je suis en charge de l'écologie urbaine et de la coopération intercommunale. Alors, ça brasse, c'est sur un large éventail de compétences municipales qui vont de la gestion des déchets à la nature en ville, en passant par la maîtrise de l'énergie et tout l'aménagement de l'espace public et des mobilités durables. Donc, je suis arrivé au colloque de Cerisy novice sur la question de la boussole des possibles parce que je n'en avais pas connaissance, et j'ai appris au fur et à mesure de ce colloque et puis par les échanges que j'ai par ailleurs pu avoir avec Anne à comprendre la philosophie de Mireille Delmas-Marty sur cette question de la boussole, et de m'interroger sur nos propres pratiques à Ivry-sur-Seine, notamment autour d'un projet que je vais rapidement décrire sur la conférence climat à Ivry-sur-Seine, mais plus globalement sur le travail politique et qui est porté par l'équipe municipale à Ivry, et qui est mu par une conviction depuis que nous sommes en fonction, depuis 2020, c'est que la gestion d'une collectivité et la mise en œuvre d'un projet politique pour la transformation des politiques publiques induit par essence un caractère transversal, pluridisciplinaire, de croisement de multiples compétences techniques et administratives. Et cette transversalité, en revanche, elle n'est pas acquise. Elle est dans un fonctionnement technico-administratif qui marche quand même classiquement, notamment dans les collectivités locales, en silo, où chacun est dans son secteur de compétences. Alors, quand à Ivry, on tente d'élargir les cadres de travail, quand on essaye d'abattre les cloisons entre les services, de travailler davantage en interaction, il faut d'abord s'appliquer à nous-mêmes, porteurs du projet politique et élus locaux, cette rigueur du travail collectif, de l'échange, de la co-construction, de la transversalité, et d'être en capacité de pouvoir interroger le projet politique que nous portons en conséquence. Et c'est ce qu'on a cherché à faire avec la conférence climat, puisque quand on est arrivé en 2020, face à l'urgence climatique sur laquelle je ne vais pas revenir évidemment, mais sur cette forte volonté de pouvoir passer au travers du prisme de la transformation de notre ville pour répondre à l'urgence climatique, de pouvoir travailler en même temps à la question de la justice sociale et de l'intégration dans le processus de co-construction des politiques publiques de l'ensemble des habitantes et des habitants d'Ivry, quelles que soient leurs conditions, quelles que soient leurs origines et quel que soit l'endroit dans Ivry ou ailleurs dans le territoire où ils habitent. Évidemment, pour nous, le défi, c'était de pouvoir poser les méthodes et la méthode de cette transversalité et de cette co-construction, parce que nous sommes aussi convaincus que nous n'arriverons pas à porter les politiques publiques de transformation si l'ensemble des acteurs du territoire, qu'ils soient habitants, élus, agents de la ville, techniciens, ne sont pas, ou dans le monde associatif, ne sont pas ensemble pour co-construire et porter les dynamiques de changement. Donc, nous avons fixé des objectifs ambitieux en matière environnementale sur les émissions de gaz à effet de serre et sur la réduction de l'impact environnemental de nos politiques publiques. On a essayé d'intégrer le fait que
dans l'écosystème ivrien, nous étions en capacité de pouvoir détecter et de pouvoir unifier des convergences entre des acteurs très différents, avec des approches très différentes, mais autour des objectifs, et de pouvoir construire des propositions de politique publique qui permettaient le changement. Et c'est ce que nous avons tenté de faire dans la conférence climat. Alors, pourquoi aujourd'hui, alors j'ai présenté ça au colloque de Cerisy, et je suis venu en tentant de pouvoir comprendre quel pourrait être l'impact de la boussole des possibles dans l'évaluation de cette action-là, mais plus globalement des actions de politique publique de la ville d'Ivry. Parce que je suis persuadé d'une chose, c'est que dans la conduite des politiques publiques, ce qui manque bien souvent, en tout cas pour les décideurs, c'est la capacité de pouvoir objectiver et de pouvoir évaluer les politiques publiques qu'ils portent. C'est, de mon point de vue, extrêmement nécessaire, puisque lorsqu'on aborde des sujets aussi vastes que la question climatique et la justice sociale, on va mettre en place un certain nombre d'actions, mais il y a beaucoup de choses qui sont des domaines exploratoires de notre point de vue. Et donc, par expérience, par mise en place d'expériences et de petits projets collectifs, on a besoin à un moment donné de pouvoir revenir sur ce qui a été produit, de pouvoir l'évaluer de manière transversale, objective, claire, et de pouvoir réorienter, en cas de besoin, évidemment, ces politiques publiques et ces actions. Il y a deux manières de faire, hein. Il y a une manière de l'évaluation qui est une évaluation quantitative. On sait mesurer des émissions de gaz à effet de serre d'une collectivité, on sait mesurer des mètres carrés d'espace vert, on sait quantifier les changements d'habitude des mobilités. En revanche, ce qu'on a plus de mal à faire, c'est de pouvoir évaluer qualitativement les politiques que nous portons et les actions que nous mettons en œuvre. Et de mon point de vue, la boussole des possibles est un outil formidable pour tenter de caler un référentiel d'évaluation des politiques publiques du point de vue qualitatif, puisque nous avons dans cette boussole des concepts qui sont effectivement aux antipodes les uns des autres, mais qui permettent, et c'est ce que j'ai proposé dans le cadre du colloque de Cerisy, de travailler ensemble, de pouvoir placer des curseurs entre ces extrêmes, je dirais, conceptuels, et de pouvoir, du coup, travailler à ce que on puisse, au travers de l'évaluation des actions, caler les curseurs et se dire si c'est davantage placé sur la question de la sécurité ou de la liberté, etc., etc. Bref, ce que vous connaissez de la boussole des possibles, et donc de pouvoir créer une médiation, en réalité, avec l'ensemble des acteurs pour pouvoir évaluer ces politiques publiques. C'est pour ça que j'ai été extrêmement intéressé dans le colloque, parce que on a pu discuter aussi, et j'ai pu prendre la mesure de l'intérêt de cet outil sur des approches disciplinaires très différentes. Et pour autant, pardon, j'ai cru comprendre que l'ensemble de ces approches, qu'elles soient juridiques, sociales, de solidarité, financières, peuvent trouver en matière d'évaluation des voies collectives, des voies communes, et qui permettent de pouvoir mettre en place une méthode de co-construction itérative au fur et à mesure de la structuration des politiques publiques. Et comme quand à Ivry, comme nous, on cherche à joindre justice sociale et justice climatique, il me semble que c'est la clé de notre travail. L'atelier que j'ai pu partager à Cerisy l'a largement démontré, et ce dont Anne a parlé, et du travail qui a été fait sur nos petits cercles de discussion pour essayer de trouver et de concrétiser qu'est-ce qu'était l'action climatique avec nos approches différentes. C'est très intéressant, et je crois qu'on va pouvoir, à mon avis, continuer sur cette base de discussion en y abondant des exemples et des éléments de politique publique. Donc, je suis ravi, moi, d'avoir participé, et je suis ravi surtout de travailler en ce moment même avec plusieurs d'entre vous à l'accueil concret de la boussole des possibles sur l'espace public ivrien, parce que je crois vraiment que ça peut être un lieu de médiation entre les acteurs, de pouvoir créer un espace-temps
au sein de l'espace public d'Ivry et de pouvoir y amener des convergences de points de vue et de faire ce que nous n'avons pas réussi à faire lors de la conférence climat, c'est-à-dire de pouvoir emmener l'ensemble des Ivriennes et des Ivriens à trouver les chemins de la discussion. C'est très difficile quand on travaille sur un événement comme la conférence climat et puis un processus long de travail en atelier, de construction des politiques publiques, de pouvoir être en garantie et être sûr que l'ensemble des voix des Ivriennes et des Ivriens aient pu être entendues. Je le dis tranquillement, nous n'avons pas réussi sur la première édition de la conférence climat parce que ça demande évidemment du temps, de la confiance et une exigence de notre part sur le travail à faire auprès de la population. Donc voilà, j'ai essayé d'être le plus court possible. Merci et pas beaucoup. forcément de revenir sur les termes. Infiniment. Donc, pour bien insister, ça veut dire qu'il y aurait une boussole des possibles qui serait installée à Évry, c'est bien ça? On y travaille effectivement, j'espère qu'on va pouvoir concrétiser ce projet. Merci beaucoup. Voilà une des suites concrètes qui est amorcée. Je vais laisser la parole à Jennifer Bardi, qui est maîtresse de conférences en droit privé à l'Université Côte d'Azur. J'espère que Jennifer est connectée et nous voit. Elle travaille plus particulièrement sur la question du droit comptable et notamment, finalement, les interactions entre la comptabilité socio-environnementale et le système juridique. Jennifer, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Anne. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui, de revoir certains d'entre vous avec lesquels j'ai partagé l'expérience Cerisy. Donc, merci pour cette nouvelle invitation. Alors moi, le message, il ne sera pas directement en lien avec mes travaux de recherche. Je vais être un petit peu plus général sur l'expérience en tant que telle. Et le premier point que je souhaitais souligner quand même, c'est le caractère assez exceptionnel du cadre du château de Cerisy. Alors, pourquoi autant insister sur le cadre? Eh bien, tout simplement parce que c'est un cadre très précieux qui favorise le calme, la sérénité. Donc, c'est un lieu pour penser, pour réfléchir et aussi s'écouter. Et je trouve que c'est quelque chose de très précieux aujourd'hui parce que trop rare. Donc, il faut quand même souligner que être ensemble pendant 4 jours, comme ça a été notre cas, de prendre nos petits déjeuners, tous nos repas ensemble, c'est ça le plus précieux finalement, c'est les échanges en permanence, les liens qui se créent. Donc, tout ça, c'est vraiment appréciable. La deuxième dimension qui a été vraiment appréciable et qui m'a beaucoup marquée au cours de ces 4 jours, alors ça a été souligné ce matin, c'est effectivement la dimension transdisciplinaire. Alors Clément Péqueux disait qu'effectivement pour les acteurs publics c'est quelque chose qui n'est pas facile à mettre en place, mais dans le monde de la recherche c'est pas aussi courant qu'on pourrait le penser non plus. Donc avoir des espaces comme ça avec des personnes venant d'horizons divers, de disciplines diverses, c'est un cadre pour la pluralité finalement, et ça c'est précieux aussi. D'avoir des espaces où s'écouter, où se comprendre et où se créer des synergies entre personnes d'horizons très divers. Notamment le fait qu'il y ait des artistes parmi nous aussi, ça a pu créer des moments d'émotion qui étaient assez puissants. Alors, les synergies qui se sont créées, ils se sont créées autour de la pensée de Mireille Delmas-Marty, qui nous a donc rassemblés ensemble pendant plusieurs jours. Et moi, je trouve que c'est ça finalement qui est assez fort, c'est de constater à quel point sa pensée a pu nous rassembler. Et ce qu'on peut souhaiter effectivement, c'est que les liens créés puissent se pérenniser. Et on voit effectivement aujourd'hui déjà les effets concrets qui suivent ce colloque. Et c'est très important tout simplement parce qu'aujourd'hui, pour faire face aux défis du 21e siècle, alors ne serait-ce que la question écologique, puisque moi c'est celle qui occupe beaucoup mon champ de recherche, eh bien on a besoin justement
de se comprendre par-delà les disciplines, par-delà les horizons, les professions, par-delà les générations. On a dit que la diversité, elle était à plusieurs titres. On a besoin de se comprendre et de savoir travailler ensemble, de s'écouter. On a besoin d'unir toutes nos forces, en fait, pour affronter et faire face aux défis du 21e siècle. Et donc, je trouve que des temps comme ça sont très précieux et porteurs d'espoir. Donc, moi, ça m'a gonflé d'énergie pour la suite de mes recherches et pour les belles rencontres qui se sont tissées à Cerisy. Donc voilà, j'ai pas parlé de mes travaux aujourd'hui, mais je voulais quand même dégager les points très forts qui m'ont marquée en tant que chercheuse et qui me conduisent aujourd'hui à remercier très chaleureusement les organisatrices pour m'avoir permis de vivre cette expérience. Donc merci. Merci beaucoup, Jennifer. C'était une très belle rencontre de toute façon. Et merci d'être en ligne. Donc après, on a le documentaire et à la fin, je pense que M. Sadak serait très, très heureux d'avoir vos retours. Lolita et Morgane, pouvez-vous prendre la parole ensemble, s'il vous plaît? Bienvenue. Lolita et Morgane sont étudiantes en Master Génération Future et Transition Juridique. Elles entrent en 5e année. Ce sont des étudiantes absolument remarquables par leur humanité, par leur excellence, mais surtout par leur humilité. Et en tant qu'enseignante, c'est un grand plaisir que d'avoir des étudiantes comme Morgane et Lolita. Je vous remercie d'être là. On vous donne la parole et après, on lance le documentaire. Mettez votre micro, s'il vous plaît. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation vraiment très, très, très sympa. Et, du coup, l'idée, c'est qu'on revienne rapidement sur notre rôle et ce qu'on a fait pendant le colloque. Et du coup, avec Morgane G3, qui est ici, on a eu la chance d'encadrer un atelier débat, controverse prospective, donc, qui visait à explorer donc, les trajectoires préfigurées par toutes les interventions qu'on avait vues au cours de la semaine avec le support de la boussole des possibles. Donc, l'objectif, c'était d'appliquer cette boussole à une thématique qui nous tenait à cœur en tant que jeunes. Et donc, le sujet qui s'est imposé pour nous assez rapidement, ça a été les inégalités face au dérèglement climatique et ses conséquences. Pour expliquer rapidement, c'est une question qui semblait essentielle à nos yeux, car elle fait le lien direct entre les luttes écologiques, les enjeux environnementaux et les questions de justice sociale. Et pour nous, ça paraissait aussi évident parce que c'est un sujet qui est transversal, qui nous semblait parfait pour valoriser au mieux donc, les connaissances de chacune et chacun et faire le lien entre toutes les interventions auxquelles on avait eu la chance d'assister, donc en mettant en lumière les aspects systémiques de tous ces enjeux. Donc, je ne vais pas citer toutes les interventions qui étaient toutes extrêmement enrichissantes et passionnantes, mais pour n'en citer qu'une, celle d'Émilie Gaillard sur la pensée complexe, mais particulièrement en lumière le fait que les inégalités sont multiples, interconnectées, interdépendantes, et que donc elles s'inscrivent dans des systèmes de domination qui sont divers et complexes. Et donc, c'était pour ça qu'on avait choisi cette thématique. Voilà. On avait créé quelques supports pour débuter l'atelier et permettre à tout le monde d'avoir un peu une idée de ce qu'on pensait. Et on avait créé des fiches thématiques et on avait donc délimité quelques types d'inégalités, donc historiques, géographiques, de genre, socio-économiques, autour du racisme environnemental et enfin générationnel. Et donc, ça nous a permis, avec la boussole comme support d'analyse, de mettre les compétences spécifiques de tous les intervenantes et intervenants à profit face à cette question pour mettre en complémentarité leur expertise et faire émerger des leviers d'action face à cette question. Et donc, voilà, ça a été vraiment une chance de participer à tout ça. Donc, à cette expérience qui est inoubliable et particulièrement enrichissante, comme l'a dit Jennifer et toutes les autres personnes auparavant. Donc, c'était d'une richesse intellectuelle dingue avec Mireille Delmas-Marty qui nous a accompagnés par sa pensée et aussi l'occasion d'échanger avec des personnes brillantes autour de sujets passionnants et des personnes toutes d'un humanisme assez admirable. Donc, je tiens à remercier chaleureusement Émilie Gaillard, donc la coordinatrice de la chaire et notre directrice de master, qui, en tant que co-organisatrice de l'événement, nous a donné la chance de participer à cette aventure exceptionnelle. Et aussi à Anne Jacob, qui nous a donné son soutien et son aide tout au long de l'organisation de l'atelier, sur qui on a pu compter et qui nous a accompagnés là-dedans. Et forcément à tous les intervenants et intervenants qui ont participé avec beaucoup de cœur et beaucoup de bienveillance à notre atelier. Donc, merci beaucoup. Évidemment, merci aux équipes de Cerisy qui nous ont accueillis avec beaucoup d'hospitalité et beaucoup de chaleur.
Et donc, pour ma part, je repars avec un foisonnement intellectuel intense et beaucoup d'émotions parce que ça a fait naître en moi vraiment du réconfort de voir toutes ces personnes de générations toutes différentes impliquées sur des enjeux qui, moi, me tiennent particulièrement à cœur et parfois m'inquiètent énormément. Et donc, voir que voilà, il y avait tout ce dynamisme autour de ça, ça faisait beaucoup de bien. Et donc, encore un grand merci à Émilie Gaillard qui, à côté de ce colloque, a porté vraiment tout le travail titanesque de la chaire qui est évoqué depuis hier, tel un petit souffle qui a lancé toutes ces idées. Et donc, je suis vraiment très fière d'avoir pu participer à tout ça et de m'inscrire dans la création intellectuelle de toutes les personnes brillantes qui ont pu participer à cet événement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lolita. Je précise que Anne Jacode est intervenante dans le Master Génération Future et Transition Juridique cette année et elle forme en fait. On a créé un cours sur la boussole des possibles. Donc, on voit bien que c'est un instrument pour les politiques publiques, c'est un instrument pour les chercheurs, toutes disciplines confondues, et c'est aussi la base d'un cours. Morgane. Oui, merci de nous donner la parole aujourd'hui. Alors pour ma part, au mois de juin, j'ai eu l'opportunité de réaliser un stage de 2 mois au sein de la chaire Normandie pour la paix. Et du coup, c'est aussi dans ce cadre-là que j'ai participé au colloque de Cerisy sur la boussole des possibles. Donc, dans un premier temps, je tiens forcément à remercier tout particulièrement Émilie et Anne qui nous ont accompagnés dans la préparation de l'atelier déjà détaillé par Lolita. Ça nous a permis de mettre en avant des enjeux qui nous tenaient vraiment à cœur, de faire le lien évident entre les inégalités socio-économiques et le dérèglement climatique. Donc, ça a été un véritable plaisir de pouvoir échanger avec les différents participants, que je tiens à remercier également. Et personnellement, j'étais un peu intimidée au début parce que forcément, on était les plus jeunes. Donc, il faut pouvoir se sentir légitime aussi à amener ces problématiques et à débattre. Mais finalement, ça s'est fait plutôt naturellement, dans une ambiance toujours extrêmement bienveillante et dans une écoute remarquable. Donc, de toute évidence, je garde de ces quelques jours le souvenir d'une rencontre humaine très touchante aussi. Voilà, donc je ne vais pas revenir sur l'élaboration de l'atelier déjà expliqué par Lolita, mais je voudrais parler du travail que nous avons réalisé à la suite du colloque. En effet, nous venons de partager sur les réseaux sociaux, pour le moment LinkedIn, un visuel retraçant jour par jour les conférences et ateliers du colloque. Ce visuel, il permet de comprendre rapidement la globalité des enjeux que nous avons pu mettre en lien avec la pensée de Madame la professeure Mireille Delmas-Marty, tout en restant fidèle à l'ambiance et à l'authenticité de notre expérience vécue au cœur du château de Cerisy. Donc pour ça, on a utilisé évidemment nos prises de notes. Durant ces 4 jours avec Lolita, on n'a pas arrêté de tout noter. Et aussi les photos de Musadak. Donc, pour finir, ça me permet de faire une petite transition vers la réalisation du film, parce qu'on a travaillé avec Musadak durant ces quelques jours pour essayer d'harmoniser nos travaux. Et donc, je tenais à souligner le travail remarquable de Musadak et à le remercier également parce qu'il n'a pas arrêté. Il a travaillé de nuit aussi pour le montage du film. Donc, c'est une véritable chance d'avoir pris part à cette rencontre et j'espère que plein d'autres beaux projets suivront parce que la boussole des possibles, elle est bien sûr liée aux droits des générations futures aussi que nous étudions. Voilà, merci beaucoup encore à tous. Merci beaucoup à toutes les deux. Je suis sûre que vos félicitations vont droit au cœur à Musadak Sultan. Donc, je rappelle que Musadak Sultan est chargé de communication de l'université de Lahore au Pakistan. Et lorsque nous avons organisé une université d'été que nous allons présenter demain, l'université d'été de la chaire Normandie pour la paix qui s'est tenue l'année dernière à la région Normandie et ici à la MRSH, Musadak a fait partie d'une sélection de plus de 400 étudiants et il a tout fait pour décrocher sa place qu'il a magistralement décroché en tant que chargé de communication. Et il est revenu pour un stage de 2 mois et il nous a fait 3 documentaires. 3 documentaires, dont un que l'on va voir de suite, le deuxième demain lors de l'université d'été. Il est temps donc de rendre honneur et de donner honneur au travail de Musadak. C'est parti. Dominique ?
On me dit d'arrêter de cliquer sur tous les boutons. Ben, ça ne s'envoie pas. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Ça y est, j'ai trouvé. Aujourd'hui, nous nous réunissons autour de cette boussole des possibles qu'a conceptualisé le professeur Mireille Delmas-Marty. C'est un véritable héritage immensément riche de par sa conceptualisation intellectuelle. Elle a créé de manière absolument géniale comment on pouvait humaniser la mondialisation, c'est-à-dire qu'elle a créé un nouvel humanisme juridique car elle a constaté que nous avons atteint les limites de l'humanisme des Lumières. Humaniser la mondialisation pour vivre dans une mondialité apaisée, voici son message. Et c'est aujourd'hui à notre tour de poursuivre son œuvre. Mireille Delmas-Marty, dans la boussole des possibles, a identifié des vents contraires qui s'affrontent, comme la compétition contre la coopération, l'exclusion contre la coopération, la fraternité. Et elle explique que cette mondialisation, si on laisse un seul vent prendre la totalité du pouvoir, eh bien nous arrivons à une forme de dictature, ou en tout cas une mondialisation qui n'est pas humanisée. Aussi nous faut-il un guide, un instrument, qu'elle a nommé la boussole des possibles, pour nous aider à naviguer dans cet océan de la mondialisation. Nous avons donc ici, tous ensemble, ouvert de nouveaux champs qui étaient jusqu'alors inexplorés, et bien évidemment dans l'héritage de sa race. Bien comme Mireille, que je n'avais pas vu depuis 25 ans, sur les dehors, sur des marches d'escalier, on m'a dit, vous pourriez, je viens d'écrire un livre qui s'appelle Aux 4 vents du monde. Est-ce que vous pourriez penser à quelque chose dans la matière? J'étais en vêtements de machine où je travaillais. Je dis, madame, vous êtes à Paris, si vous levez le doigt, vous aurez 100 artistes. Voilà. Et là, comme elle avait vu ce que je faisais, Mireille avait des intuitions qui la dépassaient elle-même. Elle m'a dit, non, non, c'est vous. C'est comme ça que l'aventure a commencé. J'ai su tout de suite à quoi ça m'engageait, pas elle, parce que le travail sur la matière, il faut le faire. Alors, cet objet a été voulu ludique, éminemment pédagogique, mobile, comme la pensée de Mireille. Et c'est ce côté pédagogique dont j'ai découvert plein de facettes ici, pendant ce colloque. Je pense que ce côté pédagogique est capital, pas pour Mireille, puisqu'elle pensait sans cesse à comment sa pensée pourrait se concrétiser en toute modestie. Et je m'aperçois maintenant que moi aussi, j'étais dépassé, comment dire, je dis à Mireille, moi je suis un petit garçon. Est-ce que vous êtes une petite fille? C'est ce qui a noué notre symbiose. Bon, ça, elle n'avait pas l'habitude de ce genre de questions. Oui. À partir de là, on était
petite fille et un petit garçon. Et on a fait ce qu'on a pu à fond. Et avec pourtant des positions différentes par rapport à l'humanité. Mireille était espérante. Ce qui m'a complètement, comment dire, ça m'épatait, quoi. C'est pour ça que ça s'appelle un objet manifeste, parce que pour moi, c'est plutôt le manifeste d'une résistance. Effectivement, c'est un objet ludique, pédagogique, qui a son esthétique propre. Il se fait tout seul. Et quand je vais finir par là, pourquoi j'ai fait ça, je le dis dans le film. Quand Mireille m'a dit, allez, si vous pouvez faire quelque chose, je dis, mais à quoi ça sert? C'est mon côté. Et là, cette réponse terrible, même si ça ne sert à rien, il faut le faire quand même. Donc, j'étais foutu. Et j'ai fait. Voilà. J'ai fait dans le sens de la citation qui est là en bas à droite. Voilà. Tu peux filmer ça, peut-être, en bas à droite. C'est encore, on finit par avec le poète. Encore une citation de poètes qui ont toujours eu raison, mais qu'on n'a jamais écouté. Je souhaite remercier les organisateurs du colloque, parce que ça a été un moment de grâce. Je leur suis très reconnaissante de m'avoir permis de vivre à l'expérience ce visite en hommage à la pensée de Mireille Delmas-Marty. Donc ça a été 4 jours merveilleux avec de très très belles rencontres. Donc je me sens vraiment très chanceuse, humainement tout d'abord, et aussi en tant que chercheuse, d'avoir pu voilà, faire partie de l'expérience. Ce ressort très, très riche. Et je suis très contente de tous les possibles qui se dessinent pour l'avenir. Mireille Delmas-Marty a été vraiment une marraine intellectuelle. Elle a préfacé ma thèse, elle était rapporteure de ma thèse de doctorat sur le droit des générations futures. Et la boussole des possibles laisse une large place à la question du droit des générations futures. Ce petit souffle qui vient expliquer que nous sommes entrés dans une nouvelle ère de protection de la planète de manière transspatiale, transnationale et transespèce. C'est une joie et une grande responsabilité aussi d'avoir co-organisé avec Anne Jacob ce colloque international sur la boussole des possibles. Nous espérons que de là où elle est, Mireille soit fière de notre travail. Cette conférence était un véritable moment de grâce culturelle, musicale, artistique, intellectuelle, à la fois ancrée dans le temps de multiples manières, mais aussi intemporelle. Je me sens vraiment plus riche par cette rencontre sur 4 jours, mais aussi reboussolée. Cela valait vraiment la peine et j'espère revenir dans ce magnifique endroit avec cette communauté élargie à d'autres corps, puisque maintenant elle est créée. Ce lieu de Cerisy qui nous accueille aujourd'hui est un lieu mémorable. Hein. C'est un lieu de rencontre d'intellectuels depuis des décennies.
c'est un lieu hors du temps qui permet en fait que justement il y ait ces frottements entre les esprits, les personnes, que les rencontres se tissent de façon timide d'abord et puis ensuite plus en profondeur au fil des jours. C'est un lieu véritablement de croisement qui est souhaité comme croisement d'idées, tant dans la diversité des idées dont sont porteurs les participants, que dans le temps aussi, dans l'aspect intergénérationnel. Donc, Edith Orgon, qui pilote ce récit depuis maintenant des années, a un passé de prospectiviste, hein, et c'est pas tout à fait neutre dans le fait que justement on travaille aussi avec cette question du temps et pour le temps long, et qu'on inscrive les réflexions et les savoirs, les connaissances qui sont développées et issues de ce récit dans une perspective temporelle. Sur ce colloque, particulièrement, ce qui a été étonnant, c'est l'articulation entre des juristes, des chercheurs, des praticiens, des jeunes, véritablement des artistes qui ont réussi à traduire et à synthétiser des éléments de connaissance sous des vecteurs, en fait, et des messages de formes très différentes, de formats très différents. Quelque chose d'assez exceptionnel sur ce colloque. Et pour moi, en tant que co-directrice, ce qui me tenait à cœur, c'est justement cette articulation et cette mise en mouvement et la création de passerelles entre des disciplines et des champs thématiques divergents, a priori, et en fait, ils sont fortement convergents. J'étais déjà venu à Cerisy, donc je connais le lieu, je connais sa magie, je connais la capacité ici de créer un collectif, parce qu'il y a beaucoup de convivialité et beaucoup de sérieux dans une ambiance détendue, ce qui est en général ce qui est plus prolifique. Donc moi, j'ai apprécié de rencontrer des personnes jeunes et moins jeunes, impliquées dans les questions de droit sur des sujets compliqués. Il ne s'agit pas juste de faire des lois, il s'agit de traiter des questions aussi complexes que l'avenir de la planète, que les générations futures, que les peuples autochtones, et tout ça. J'ai été admiratif de voir qu'il y a des personnes qui s'intéressent à ces questions. Moi, en tant que praticien des questions environnementales, des études d'impact, je me suis un petit peu ressourcé et je me suis rendu compte que le droit, c'était beaucoup plus puissant que ce que je connais dans ma pratique de textes qu'il faut appliquer parfois un peu bêtement. J'ai vu que ça pouvait être aussi une humanité, ce que finalement je découvrais. J'ai vu que c'était un sujet de recherche redoutable. Et donc j'ai beaucoup appris et j'ai été très heureux de partager avec vous et j'espère avoir apporté un petit peu la vision des praticiens par rapport à toutes les thématiques que vous développez en tant que chercheur. Bravo.
Il a été question pour moi de mangrove, de végétal, d'aquatique, de lianage, de lien, de réciprocité, d'attention, d'écoute partagée, de vibration et de respiration commune. J'en suis très profondément reconnaissant à chaque personne présente. J'ai particulièrement été émue, évidemment, de l'accueil qui m'a été réservé. Je me suis sentie en bienveillance. J'ai senti que j'avais la place d'être moi-même et la place aussi de venir avec ceux qui m'ont précédé, ceux qui ont fait, ceux qui ont ouvert ma route, ceux qui m'ont permis d'être qui je suis. Je suis maman, j'ai pensé à ma fille, et j'ai pensé à ce qui m'est permis de semer depuis toutes ces rencontres, à partir de toutes ces rencontres. Mireille était avec nous. J'ai senti sa présence constante et son accompagnement qui va perdurer. J'ai été honoré d'être invité à cette rencontre dans ce lieu extraordinaire autour de Mireille Delmas-Marty. J'avais un attachement à Mireille à cause de son engagement avec les plus démunis, les plus dominés. Je connaissais cet engagement et je l'ai mieux compris ici par l'accueil de tout le groupe de cette question de construire une manière de vivre ensemble, construire une gouvernance mondiale ensemble. Et pour ça, il faut penser ensemble et penser avec ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de contribuer leur pensée. Donc, cette affaire de construire un savoir, prendre le savoir comme un commun, où les plus dominés, les plus dominés et les plus démunis de notre humanité peuvent gouverner le savoir, c'est-à-dire poser leurs questions, apporter leur savoir, évidemment avec tous les autres. Pour moi, c'est un vrai encouragement de voir qu'on a pu se parler de ça et voir qu'on a été puisé dans des pensées de peuples dominés, démunis, la pensée d'Édouard Glissant, la pensée des peuples premiers. Je ne peux pas dire qu'Édouard Glissant soit compatible avec la notion de peuple premier, mais peu importe, c'est qu'il a pensé des gens très pauvres avec qui j'ai passé ma vie, qui ont irrigué certaines des réflexions. Donc, je suis extrêmement reconnaissant à Mireille d'avoir provoqué ce genre de rencontre et je pense en effet qu'on a besoin d'une boussole dans le coteau noir de la gouvernance mondiale, dans ces moments d'incertitude. Et cette boussole, ça peut être que fait-on avec les plus sujets à la barbarie, ceux qui vivent la barbarie aujourd'hui. Merci à Mireille Delmas-Marty. Merci pour cette rencontre, merci pour cet écrin, merci pour ce que j'ai pu rencontrer de moi, de tout, d'un tout. Et j'ai rencontré des possibles. Et je crois que la boussole des possibles permet cela. Juste merci.
Mireille Delmas-Marty. Alors, ce que je peux dire dans le cadre de cette manifestation, les rencontres de Mireille, ou cette rencontre avec Mireille ici à Cérisy, autour de la boussole, autour de cette communauté scientifique, c'est simplement l'idée que la science ou la recherche est une démarche. Ce qui est fondamental dans le travail scientifique, c'est la démarche. Et cette démarche, dans le monde d'aujourd'hui, doit être décloisonnée, doit être croisée, et en ce sens qu'elle n'est ni figée, ni exclusive. Et c'est principalement ce que je retiens parce que au gré des rencontres, au gré des échanges interculturels, interpersonnels, on voit à quel point certains outils qui a priori peuvent apparaître comme des outils de l'art, des outils du langage, peuvent être de puissants outils, de puissants vecteurs des démarches scientifiques. C'est ce que j'ai vu ici à Cérisy et qui me conforte dans l'idée que il n'y a pas une seule manière de faire la recherche scientifique, il n'y a pas une seule approche et qu'il faut se garder des diverses approches exclusives, il faut se garder des diverses approches dont le seul angle de vue est unidisciplinaire. Et donc, ça, c'est ce que je retiens le plus. La dernière chose que je pourrais dire, et qui justifie donc le fait que j'ai fait ce déplacement pour être à Cérisy, c'est que l'humanisme n'est pas une doctrine, l'humanisme n'est pas qu'une doctrine, n'est pas qu'une philosophie. L'humanisme, c'est une manière d'être, c'est une attitude, et c'est ce que nous avons vu ici. On a vu l'expression de l'humanisme dans le sens que, à mon avis, l'aurait souhaité Mireille. Dans ce château. Et merci aux juristes, les juristes de nous avoir accueillis, parce que le droit est pour moi une discipline tellement loin de la musique. Alors j'ai vécu ce rapprochement avec Mireille, et Mireille, c'est le point de départ de tout ça, de tout mon travail. Et vraiment, c'est elle qui m'a appris à mêler les disciplines. Et je suis très contente des rapprochements qu'elle m'a appris à faire et du duo qu'elle a formé avec Isabelle, qui nous permet vraiment de croiser les cultures et les Donc, en petite note conclusion, on arrive à la fin du colloque. Encore une fois, un grand merci à Émilie Gaillard, notre directrice de master, qui nous a donné l'opportunité, la chance d'être ici. Donc, au contact de personnes aussi inspirantes, aussi impliquées, qui développent des pensées innovantes et qui donnent un petit peu de foi en l'avenir, malgré les circonstances. Et aussi à Anne, qui est aussi la co-organisatrice et qui nous a accompagnés et nous a encadrés, qui nous a permis de mener nous-mêmes un atelier dans ce cadre et de nous impliquer réellement dans le processus. Donc, c'est un vrai privilège, une vraie chance. J'en retiens beaucoup de choses que je vais pouvoir réutiliser moi-même dans mes travaux, dans ma vie universitaire. Et ça fait tellement de sens avec ma formation, donc c'est assez exceptionnel. Des interventions autour des enjeux de décolonialité, de système d'Iranie, ou de la condition des personnes en situation de grande précarité, avec Bruno Tardieu, qui était très touchante et qui a fait tellement de sens pour moi, qui a beaucoup résonné. Donc, de manière générale, une ouverture et au monde, un humanisme qui était présent chez l'ensemble de ces personnes. Et enfin, une rencontre avec la pensée de Mireille et presque la personne de Mireille elle-même qui était là, puis avec toutes ces personnes qui l'ont connue dans son intimité et qui nous ont fait le privilège de nous ouvrir là-dessus, sur cette personne, la personne qu'elle était et pas seulement sa pensée. Donc,
une expérience exceptionnelle. Voilà, encore une fois. À l'issue de ces 4 jours de colloque, vraiment, nous sommes avec Al-Jacob et Lydine absolument enchantés parce que nous avons exploré différents champs, différents domaines. Déjà, l'approche épistémologique juridique dynamique, qui est la spécificité de Mireille Delmas-Marty, une approche transculturelle avec Christiane Bérani, Leslie Clou avec Daphne Mison. Puis nous avons eu des temps d'échange à la croisée d'autres disciplines comme le droit comptable, avec aussi la mise en place concrète par des hommes politiques comme Clément Péqueux de la boussole des possibles. Donc, je pense qu'à l'issue de ces 4 jours, nous avons donné à voir que nous avions hérité d'une boussole des possibles absolument précieuse, mais qu'aussi il y avait beaucoup de choses à faire. Il faut aussi souligner le fait que des artistes étaient présents, Elsa Chassenio-Barriola et Isabelle Spuleux, qui nous ont fait 5 temps de lecture musicale autour d'Édouard Glissant, autour du Congrès des vents de Mireille Delmas-Marty ou encore de Frères migrants de Patrick Chamoiseau. Ces interludes musicales faisaient complètement corps et sens par rapport à ce colloque. Donc, avec Anne Jacob et Lydine, nous remercions infiniment tous nos collègues qui ont participé à ce colloque. Bon, il est temps de conclure parce que là, ça devient un peu long, désolée. Je remercie infiniment Musadak Sultan qui a fait cette vidéo. Je précise que c'est un étudiant, enfin non, il est maintenant en poste en communication à l'Université du Pakistan. C'est-à-dire qu'il ne parle pas un mot de français et qui, malgré la non-compréhension de la langue française, a donné toute son énergie, toute sa passion pour réaliser ce documentaire sans compter ses heures, en recourant à la traduction en ligne à l'intelligence artificielle pour travailler sans compter pour faire ce documentaire que l'on trouve remarquable. Pour conclure, peut-être que je vous laisse le temps de remercier Musadak parce qu'il regardera après. Il me demandait qu'avez-vous pensé de son documentaire. Je vous laisse vite fait la parole et je conclue. Un grand merci à Musadak. Vraiment un documentaire qui retrace bien le colloque, l'ambiance et tout ce qu'on en ressort, autant comme expérience que comme contenu. Un grand, grand merci. Jennifer ? Oui, moi aussi, un très grand merci pour cette très belle réalisation. Je rejoins Anne, je trouve que ça représente très bien ce qu'on a vécu au cours de ces 4 jours. Et surtout, ça permet de filmer un peu pour nous de très beaux souvenirs. Et donc, c'est assez émouvant même d'entendre à nouveau certaines choses. Donc, un grand merci. Lolita ? Je vais le remercier avec beaucoup de chaleur et d'admiration, comme tout le monde ici, je pense. Parce que je repense aux 4 jours qu'on a passés avec lui, où on le voyait à l'arrière des conférences, filmant tout, mais demandant à la fin qu'est-ce qui s'était dit, et très intéressé et curieux aussi de toutes les interventions. Donc moi, je trouve que la manière dont il a pu retranscrire tout ce qu'on a vécu de manière aussi fidèle, c'est vraiment admirable, et un grand, grand, grand merci à lui pour ce travail vraiment, vraiment génial. Merci beaucoup. Je sais que ça va vraiment lui aller droit au cœur. Donc, si quelqu'un souhaite recevoir la visite de Musadak et l'inviter, n'hésitez pas. Il est très, très en demande et absolument, nous le recommandons. Alors, pour terminer, pour aujourd'hui, je ne vais pas avoir le temps de partager l'écran. Sachez qu'au niveau de la valorisation scientifique, bien évidemment, il y aura des actes à paraître. Edith en a déjà parlé dans la collection de la chaire Normandie pour la paix ou pas. Il y a aussi 3 podcasts qui sont publiés par la Fondation Clarins. Et sur la forge numérique également, tout cela est disponible sur les réseaux sociaux et sur le site de la chaire. Il y a les vidéos de l'intégralité de la première journée qui sont postées et accessibles, montées par Maxime Marie de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines. Donc, pour la valorisation scientifique, il y a des actes écrits, il y a des vidéos, il y a ce documentaire et bien évidemment la suite des enseignements, des élus qui vont s'en accaparer et bien d'autres diffusions.
Nous vous remercions infiniment pour votre participation.